Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire l'honneur de votre présence pendant votre digestion. Aujourd'hui, on va vous parler de Green Code, mais comme le veut la tradition, avant, on va commencer par se présenter. On se présente. Donc, je m'appelle Steve Rigano, je suis de Crédit Agricole Technologies et Services. Aurélien Couder, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Laurent Duclet, Crédit Agricole Assurance, Technical Leader. Et la même chose dans l'entité Payment Services Crédit Agricole. Donc je vais commencer par le petit encart corporate. Le Crédit Agricole, c'est quoi? C'est une 10e banque mondiale, 3e en Europe. On l'appelle souvent la banque verte, on a des t-shirts verts. Mais c'est aussi une banque à la pointe de l'IT, 12 600 internes, un peu plus de 2 tiers en France. 1 tiers de femmes, 2 tiers d'hommes. Alors, c'est vrai, on n'est pas représentatif de ces chiffres, puisqu'on n'est que des speaker guys. On fera mieux l'année prochaine. On fera mieux l'année prochaine. Une banque internationale, 46 pays, mais c'est surtout une banque IT. Un plan d'investissement de transformation digitale de 1,3 milliard d'euros sur 4 ans, et ça se terminait cette année d'ailleurs. Le Crédit Agricole, c'est surtout une galaxie d'entités. Vous en connaissez avec d'autres noms, le LCL, Before Bank, qui ont fait une presse juste avant d'ailleurs, Sofinco. On ne va pas s'arrêter là-dessus. Et le Crédit Agricole, c'est surtout une banque qui travaille sur la transition écologique, le numérique responsable. Au Crédit Agricole, c'est un projet très structuré. Il y a un pilotage interentité pour vérifier qu'on respecte certains engagements. Et notamment, ce qui va nous intéresser, c'est le premier thème, environnement et sobriété numérique, notamment de contribuer à la neutralité carbone planétaire en 2050. C'est ce qu'on va voir par la suite. Maintenant qu'on a parlé du Crédit Agricole, on va parler de nous et du talk. Donc pourquoi on est là? Quand on a été sélectionné par le comité de revue, une personne nous a dit « Vous êtes les seuls représentants de Green au Devox. Il n'y aura pas d'autres speakers sur ce sujet. » On est les rares. On est les rares. Il y en a d'autres, heureusement. Heureusement d'ailleurs, on va assumer ce rôle d'ambassadeur Green Devox, et ça tombe bien. Sans vouloir faire de greenwashing, la charte, elle est verte et elle est très jolie. On l'a mis en fond de cette slide. Deuxième, donc c'est le premier point, on porte cette casquette d'ambassadeur Green Devox. Deuxièmement, on est là pour partager un mindset. La réduction de l'empreinte numérique, c'est pas un sujet facile. Dans un monde où on surconsomme et où il y a de la Gen AI de partout, c'est pas forcément évident. Alors, spoiler alerte, on ne parlera pas d'IA générative dans ce talk. Parce qu'il n'y a pas assez de retour d'expérience sur ce sujet. En tout cas, pas dans notre groupe. Non, pas dans le groupe. Troisièmement, on est là pour partager des idées d'amélioration et d'optimisation, et également un retour d'expérience via une démo technique que nous fera Laurent dans la deuxième partie. Et enfin, on est là parce que le temps presse. En 2022, il y a eu un talk sur la slow tech. À l'époque, la personne disait qu'il ne sera plus possible au Devox de fabriquer des ordinateurs dans 30 ans. Alors, on ne va pas être aussi pessimiste et vous ne devrez pas repartir avec le moral dans les chaussettes. Mais l'objectif, c'est de vous apporter des éléments concrets qui vous permettront, on l'espère, de pouvoir vous engager sur la voie qu'est le Green Code. Le temps presse et si on veut agir, c'est maintenant et c'est concrètement. Avant de commencer vraiment, petit clin d'œil à la culture pop pour la génération Y. Vous avez reconnu le 5e élément. Rudy Rod et Gorben Dallas avec la réplique « Il faut que ce soit green, ok ?» Voilà, ça résume globalement, il l'a dit dans un autre contexte, mais nous, en tout cas, on va prendre cette phrase et ça va résumer notre état d'esprit, mettre en avant le Green Code. Trêve de plaisanterie. Quand on cherche numérique responsable sur Internet, on tombe sur ce genre de mind map. Il y a énormément de choses, ça fait peur, et d'ailleurs, il y a des choses dedans, on se demande si c'est... On ne pensait pas que c'était dans le cadre du numérique responsable. Numérique responsable, c'est un ensemble de pratiques qui visent à intégrer des préoccupations environnementales et sociétales dans la fabrication des services numériques. À l'intérieur, il y a le Green IT. Le Green IT, c'est un ensemble de pratiques visant à réduire l'empreinte environnementale d'un service numérique. Et à l'intérieur, le Green Code. Et le Green Code, c'est un ensemble de pratiques de dev qui visent à réduire la consommation en ressources induites à la mise en œuvre et à l'utilisation d'un service numérique. C'est relativement lié. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler rapidement de Green IT et ensuite on va se faire un focus sur le Green Code. Alors justement, sur le Green IT, l'objectif du Green IT, c'est de réduire l'empreinte environnementale du numérique.
par rapport à ses conséquences sur l'environnement. Là, j'ai listé il y a différents types d'impacts en fait qu'il faut suivre et sur lesquels on peut focaliser les actions pour les réduire. Là, j'en ai listé un certain nombre. Je suis loin d'être exhaustif. On a choisi pour la présentation de simplifier au maximum le discours et de se focaliser sur le premier impact, le changement climatique. Alors, il est quand même important d'avoir en tête les autres impacts. Il ne faut pas les oublier, mais là, on se focalise sur ce premier item. Alors, le changement climatique, enfin cet impact-là, là j'ai extrait des chiffres que j'ai pu voir dans les rapports officiels, notamment de la Green IT et de l'ADEME. Au niveau de cet impact-là, qui s'exprime en équivalent CO2, donc c'est la mesure de la quantité de gaz à effet de serre en les ramenant à un équivalent dioxyde de carbone, pour le numérique, à l'échelle mondiale, il atteint presque 2 gigatonnes. Alors ça représente quoi 2 gigatonnes? Si vous prenez un grand pays comme le Canada, si vous prenez toutes ses émissions liées à son activité, pas que le numérique, mais l'ensemble de son activité, donc ça représente à 2 fois ce qu'un pays comme le Canada pourrait émettre. À l'échelle de la France, donc on va atteindre les 30 mégatonnes. Là, on est sur l'équivalent du trafic routier, à peu près en France. Alors pour pouvoir mieux cibler et prioriser les actions qui vont permettre de diminuer donc, cet impact, c'est important, en tout cas pour nous, de savoir comment sont réparties ces sources d'émissions. Alors là, j'ai repris en fait une décomposition qui est souvent utilisée dans les différents rapports, à la fois sous forme de type d'équipement. Donc on a le tiers numéro 1 qui correspond à tous les terminaux. Donc c'est les équipements qu'on est amené à utiliser nous au quotidien, téléphone, ordinateur, téléconnecté, IoT. Un deuxième tiers qui est tous les équipements numériques qui permettent de faire transiter les infos, qui permettent de faire communiquer justement ces équipements numériques. Et le troisième tiers, donc les data centers. Donc un deuxième axe de lecture également qui est intéressant, c'est au niveau du cycle de vie, où là je me suis focalisé sur la fabrication et l'utilisation sur chacun de ces tiers. Alors, quand on a cette répartition, on a potentiellement des actions qui sont intéressantes à mener pour pouvoir les réduire. Donc là, j'ai donné qu'un tout petit exemple d'idées qu'on a en tête et qu'on peut retrouver sur la littérature. On voit notamment que certaines actions, notamment celles qui visent à réduire la consommation énergétique de nos services numériques, peuvent amener à réduire en fait plusieurs sources d'émissions. Donc ça, c'est intéressant. Alors, au niveau du monde, quand on parlait de 2 gigatonnes, comment sont réparties en fait les sources d'émissions? On voit que les 3 principales sources d'émissions, c'est lié à l'utilisation des différents tiers. Numéro 1, donc c'est les terminaux. Numéro 2, tout ce qui permet de faire transiter l'information. Numéro 3, c'est les data centers. Et alors, ce qui est très intéressant, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis également la répartition en France, c'est qu'on a des caractéristiques qui sont complètement différentes en France. Donc là, on voit que le premier poste d'émission, ce n'est pas l'utilisation, mais c'est la fabrication des terminaux. En deuxième, on retrouve l'utilisation de nos services numériques côté data center. Alors, pourquoi cette différence? En fait, elle est liée principalement à la façon dont on produit l'énergie en France, à notre mix énergétique, qui est basé à la fois sur le nucléaire et sur la montée en puissance des énergies renouvelables. Et c'est ce qui fait en fait que notre énergie en fait est très fortement décarbonée. Et donc c'est ce qui explique en fait cette différence de répartition entre ce qu'on peut constater dans le monde et en France. Alors on voit notamment que la localisation de nos services numériques a un impact sur la manière dont on va potentiellement produire des gaz à effet de serre pour nos services numériques. Si on les localise en France, par exemple, on aura un impact plus faible que si on le localise à l'extérieur. Alors, il y a aussi un point qui est important. On n'est pas les seuls à avoir une énergie décarbonée. Il y en a d'autres. Il y a les pays scandinaves, par exemple, le Québec ou l'Amérique du Sud. Par contre, il y a un point qui est important à avoir en tête. J'avais parlé des différents types d'impact. Donc là, on est sur l'impact lié au changement climatique. Il y en a un autre qui est notamment la raréfaction de l'eau. Il faut savoir que si on peut gagner sur un type, on peut perdre sur l'autre. Donc il faut avoir ça en tête, notamment sur la consommation de l'eau. Alors au Crédit Agricole, par rapport à la typologie de nos services numériques, à nos clients et à là où on les localise, on a isolé 3 objectifs principaux. Un premier qui vise à réduire le besoin pour nos utilisateurs de renouveler leurs terminaux. Alors ça, c'est un objectif qui n'est pas forcément évident, sur lequel il n'est pas forcément évident d'agir, mais on a quand même des pistes, on va vous l'expliquer tout à l'heure. Un deuxième qui est la consommation énergétique, donc à la fois des terminaux et de nos data centers.
Et le troisième, c'est réduire nos besoins matériels, notamment au niveau de nos data centers. Alors, le talk, c'est avant tout un retour d'expérience sur ce qu'on fait, nous, au Crédit Agricole, dans le groupe. Je voulais faire une petite parenthèse sur notre infrastructure, même si ce n'est pas lié directement au green coding. Donc, notre cloud provider interne, en fait, investit énormément pour réduire son empreinte. Là, j'ai sélectionné parmi toutes les actions qu'il met, j'en ai sélectionné 2 emblématiques. La première, c'est le free cooling. Donc 80% de l'année, nos équipements informatiques sont refroidis de manière indirecte grâce à l'air ambiant. Et une deuxième action aussi qui a été en expérimentation il y a 3 ans et sur lequel là, on commence à monter à l'échelle, c'est tout ce qui est refroidissement par immersion. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des équipements informatiques adaptés, donc dans nos data centers, qui sont plongés et refroidis dans un liquide spécifique qui fonctionne en circuit fermé. Et en fait, là-dessus, on s'est rendu compte que grâce à ça, on pouvait améliorer notre efficacité énergétique en fait, de 35%, donc ce qui est très intéressant. Alors l'ensemble des actions en fait, qui sont menées par notre cloud provider interne nous permet en fait d'atteindre, de baisser l'indicateur d'efficacité énergétique à 1,36. En comparaison avec la moyenne mondiale, on est plus bas. La moyenne mondiale est estimée à 1,56, donc c'est intéressant. Alors si on part du principe que l'indicateur d'efficacité énergétique, le fameux PUE, parfait serait 1, alors bon, c'est pas possible de l'atteindre, mais néanmoins c'est un objectif intéressant à garder en tête. Bon, on voit qu'on a encore du chemin à faire. Et justement, le refroidissement par immersion est un des leviers très intéressants qui va nous permettre de continuer à baisser cet indicateur d'efficacité énergétique. Alors autre chose aussi que je voulais souligner, c'était la consommation d'eau, j'en ai parlé tout à l'heure. Nos data centers, les évaluations qui ont été faites ont montré en fait qu'on consommait 0,004 litres par kilowatt. Donc la moyenne mondiale est un peu difficile à avoir pour le moment parce que c'est un indicateur qui manque encore de maturité, mais on estime que le taux moyen sur cet indicateur-là est de 0,2. Donc voilà, juste pour montrer que c'était très intéressant. Autre chose aussi à partager, on a mis en place il y a 3 ans également une plateforme de pilotage environnemental. Donc ça nous aide à favoriser la transformation bas carbone à l'échelle du groupe. Et ça nous permet aussi de suivre notre trajectoire de décarbonation. Donc il y a pas mal de choses. Non, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus parce que le temps presse. En tout cas, on vise au niveau des indicateurs de pilotage qui sont actuellement au niveau de l'infrastructure à affiner en fait ces indicateurs pour les ramener au niveau des différents services numériques. Et tout ça pour dire aussi que l'ensemble des actions nous a permis en juillet 2024 d'avoir le label numérique responsable niveau 2. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse sur ce qui est fait au niveau de notre infrastructure. Et là, du coup, je vais passer le relais pour faire un petit zoom maintenant sur la chaîne de fabrication. Oui, donc on a commencé cette présentation avec des éléments très orientés infrastructure et data center. Et là, on va vous présenter un peu plus précisément ce qu'on recommande ou des idées qu'on souhaite partager sur l'optimisation de toute la chaîne de fabrication. Donc ça commence dès les phases de spécification, où on peut choisir de supporter certains matériels ou systèmes qui sont peut-être plus anciens, mais qui vont éviter un renouvellement inutile. Ça peut être avoir des cibles de performance sur ces matériels, être sûr qu'ils continuent à être utilisables avec nos nouvelles versions d'application. Ça va être aussi éviter les surdéveloppements, éviter de se lancer dans des features qui ne sont peut-être pas indispensables pour notre application, mais qui vont alourdir l'ensemble du système. Et puis ça peut être choisir aussi des architectures qui sont adaptées. Les architectures peuvent être... les meilleures architectures vont être différentes en fonction de la taille des projets, des types de clients que vous avez. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte dès les phases de spécification. Ensuite, sur la phase de coding, à nouveau, garder en tête autant que possible la réduction de la complexité. Donc que ce soit dans les technologies utilisées, pas besoin d'avoir quelque chose de très haut de dispo qui va être très complexe et peut-être coûteux à maintenir si ce n'est pas nécessaire pour votre use case. Ça peut être avoir un feedback direct dans votre IDE pour, dès que possible, savoir les mauvaises pratiques que vous avez et éviter d'avoir à déclencher un ensemble de pipelines de tests.
Ça va être essayer d'éviter tout ce qui est échange réseau globalement, donc que ce soit entre un client et les serveurs ou entre différents composants, donc peut-être aussi simplifier votre architecture pour avoir moins de composants. Et puis, ce qu'on va présenter un peu plus tard, utiliser des outils d'analyse automatique comme le plugin Credango qui a été développé dans ce but-là, de remonter aux développeurs le plus tôt possible des axes d'optimisation pour rendre leur code plus vert. Sur les phases d'intégration continue, aussi ne déclencher les pipelines que quand c'est nécessaire, au moment où le code doit être revu par exemple, et pas à chaque commit, à chaque modification. Sur les phases de test, même chose, essayer de ramener les tests là où ils sont le plus efficaces. Des tests unitaires sont plus légers à faire tourner que des tests d'intégration multicomposants et plus légers que des tests end-to-end visibles des utilisateurs, donc essayer de toujours mettre les tests au bon niveau. Sur la partie déploiement, il y a des axes d'amélioration aussi, déployer le plus possible de manière automatique pour avoir la capacité à arrêter les environnements qu'on n'utilise pas, pour avoir la capacité d'enlever les éléments d'infrastructure dont on n'a plus besoin. Et puis ensuite, au runtime, une fois que l'application est en production, monitorer ce qui est utilisé, ce qui ne l'est pas. Pas hésiter à décommissionner des features ou enlever des composants dont on n'a plus besoin. Et puis prendre toutes ces mesures comme un input pour le cycle suivant de développement et être sûr qu'on peut avoir cette chaîne d'amélioration en continu. Donc après cette vision plus process, si on essaie d'avoir la vision globale des outils qui sont à notre disposition, ce qu'on se dit, c'est qu'en termes d'ingénierie logicielle, on a un ensemble d'outils pour lesquels on veut qu'ils puissent influer sur l'ensemble des strates de nos applications. Donc dès la phase d'architecture applicative, avec le choix des bonnes technologies, des bonnes architectures qui vont être les plus efficaces, sur les phases de code, avec les optimisations de code, un outil comme Sonar va vous en donner en standard. Là, on vous présente le plugin Credango qui en ajoute quelques-unes qui sont plus spécifiques. Et puis éventuellement, même créer des règles adaptées à votre contexte, parce que dans un contexte particulier, vous pouvez facilement étendre les règles de base de Sonar et rajouter des choses qui vous permettront, pour l'ensemble de vos développeurs, d'optimiser votre chaîne de fabrication. Ça, on va le voir justement juste après. Ouais. Et sur la partie plateforme d'exécution, donc ça va être sur le choix de l'environnement d'exécution. Il y a peut-être certaines architectures de processeurs qui vont être plus efficaces, le choix d'utiliser des VM, de la conteneurisation, le suivi des versions majeures. Il y a encore des gros travaux, on verra quelques impacts, des gros travaux d'optimisation sur les différents langages, que ce soit Java et la JVM qu'on connaît un peu plus dans nos équipes, mais aussi si on prend l'interpréteur Python, il y a des améliorations de performance à chaque version. Et puis tout ce qui est les capacités à mettre à l'échelle, à scaler dynamiquement les infrastructures, qui vont vous permettre de démarrer avec le strict minimum et ensuite de réagir à l'usage induit par vos utilisateurs. Alors comment aller plus loin? Jean-Yves, si tu peux nous présenter l'initiative Green Code. Justement, tu parlais de Credango. C'est l'occasion pour moi de vous parler d'une communauté qui s'est créée en 2019, qui s'appelle la Green Code Initiative. Alors, elle s'est fixée comme objectif d'aider, d'accompagner l'ensemble des développeurs, ou en tout cas des personnes qui sont responsables de la mise en œuvre de services logiciels, donc les accompagner à réduire l'empreinte justement de ces services numériques. Alors pour pouvoir accompagner ces personnes, nous les développeurs et potentiellement les entreprises, elles travaillent sur 3 axes. Le premier, c'est un ensemble d'outillages. Alors Credango fait partie de la galaxie d'outils qu'elle propose. Donc Credango, ce sont des plugins, des modules complémentaires à SonarQube qui permettent d'identifier les anti-patterns qui sont source justement de surconsommation ou de surémission de gaz à effet de serre, entre autres, hein, mais pas que. Pour le moment, on couvre pas mal de langages, donc Java, PHP, Python, les langages web par exemple. Il y a aussi des outils de mesure qui sont en cours d'élaboration et des outils de reporting aussi de toutes ces métriques. Voilà. Le deuxième axe sur lequel travaille la communauté, c'est l'accompagnement et la collaboration. Donc, par exemple, elles peuvent aider les entreprises ou les acteurs du marché à se mettre en relation pour pouvoir favoriser, faciliter, mettre en œuvre justement les bonnes pratiques de green coding dans les process. Troisième chose aussi sur laquelle elle travaille beaucoup, c'est les événements. Alors, il y a chaque année un événement qui s'appelle la Green Code Initiative I.O., dans lequel donc l'association, oui, j'ai oublié de dire qu'elle était devenue une association en 2024. Donc elle présente la roadmap de ce qu'elle a fait et la roadmap de ce qui va arriver. Et là, notamment, dans ce qui va arriver, on aimerait beaucoup travailler sur des nouveaux langages comme Rust, mais également des nouveaux domaines comme la data et l'IA, également des domaines d'infrastructure, tout ce qui tourne autour d'Ansible et Kubernetes par exemple,
Et il y a également des nouveaux outils sur lesquels l'association aimerait beaucoup travailler pour améliorer la véracité des règles et des anti-patterns, pour savoir véritablement qu'est-ce qu'on gagne à corriger ou pas certains anti-patterns. Voilà. Et une chose que je voulais aussi partager avec vous, c'est qu'il y aura un hackathon. Donc chaque année, l'association organisera un hackathon. Cette année en partenariat avec le Crédit Agricole, justement. Et donc là, le prochain rendez-vous, c'est le 20 et 21 mai. Alors c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Alors, on m'a dit que tout était blindé, complet maintenant. Alors si, néanmoins, s'il y en a vraiment qui sont intéressés, j'ai la chance d'avoir 3 places. Donc les 3 premiers qui viendront nous voir à la fin, je pourrai distribuer justement les 3 dernières places qui manquent. Voilà. Et puis je pense qu'au-delà du hackathon lui-même, il y a vraiment cette idée qu'on a besoin des idées de tout le monde et des spécialistes de différents langages pour contribuer des règles qui ensuite vont pouvoir être mises en œuvre sur un ensemble de chaînes de fabrication différentes. Donc n'hésitez pas à remonter vos idées à l'initiative. Oui, exactement. Donc il y a un repo GitHub sur lequel on peut travailler autour des règles, autour des implémentations de la détection de ces règles et de plein d'autres choses. Donc n'hésitez surtout pas à contribuer. On a besoin de volonté et d'aide. Voilà. Bon, eh bien, c'est parti. Pour la démo. Le moment préféré. Alors, sur la démo technique, donc, afin d'illustrer le zoom sur la chaîne de fabrication, le zoom sur le développement, également l'initiative Green Code Initiative, je vous propose une démo technique. On a préparé cela, donc... ah, c'est bon. On est prêt à perdu coder. le projet. Pourquoi on a switché? Vas-y, non, switch. Pardon. On revient sur le précédent. Après. On présente un peu. Je vais présenter un petit peu le contexte. Donc, on vous propose d'analyser les performances en charge d'une application qu'on a créée pour l'occasion. Donc, une API backend, une API client avec sa base de données. Cette API client, on l'a implémentée en Java. C'est un parti pris par rapport à la démo. Changer de langage aurait été un petit peu plus long. Donc au niveau de nos chaînes d'intégration continue, on compile l'application et on va la déployer sur un namespace Evergreen, un namespace donc sur une infrastructure K8s. Sur cette infrastructure K8s, donc on sera à un seul réplica et une quantité de mémoire fixe. C'est pour mieux mesurer. C'est pour mieux mesurer justement lors du stress test l'impact en termes de consommation de ressources. Donc justement, pour stresser l'application, on vient tout de suite aux outils. Premier outil qu'on peut voir à gauche, donc Gatlin avec un injecteur, un scénario qui va tester les différents web services de l'API. Et bien sûr, pour suivre la consommation en ressources de l'application et de l'infrastructure, on utilise un outil très simple, Grafana, pour le monitoring. Donc on a préparé un premier scénario. Je vous propose de voir l'énoncé de ce scénario. Donc, premier scénario, nous sommes en Spring Boot 3 avec une JVM 17. On a retenu un certain nombre de métriques, les temps de réponse, le nombre de requêtes par seconde, CPU, RAM. Donc on constate déjà au niveau des temps de réponse, on est très mauvais. En effet, elle a eu très mal. Et pourtant, on ne lui a pas demandé grand-chose et c'est une application très simple. Donc elle ne devrait pas avoir aussi mal. En nombre de requêtes par seconde, on est sur un chiffre assez bas. On va le voir par rapport aux autres scénarios qu'on va voir. Niveau CPU RAM, c'est des métriques de base qui vont nous permettre de comparer. On va pouvoir comparer celle-ci par rapport aux autres scénarios qu'on a prévus. Donc là, on n'a pas ce qu'il faut pour analyser un petit peu le code de l'applicatif qui semble poser problème. Donc je vous propose dans nos chaînes d'intégration continue d'ajouter un outil. On a parlé, un outil de calimétrie qui est très utilisé au Crédit Agricole, c'est SonarCube, et dans d'autres sociétés d'ailleurs. SonarCube, donc dernière version. On va lui rajouter les règles Credengo Java. Donc on va vous montrer comment ça se passe, comment on peut faire ça. On va vous montrer aussi qu'on peut implémenter des règles spécifiques, notamment des règles d'entreprise. Si vous détectez des problèmes de performance, vous dire, tiens, en phase de dev, je peux peut-être les ajouter dans mon instance SonarCube pour les détecter et être meilleur la prochaine fois. Sur la mise en place, enfin, de profils de qualité qui permettent de prendre en compte ces règles, on va vous le présenter aussi dans cette démo. Et puis je vous propose de switcher sur Sonar. Je l'ai fait tout à l'heure. On est bon. On va pas regarder ça. Oups. On a retrouvé notre petit projet dans Sonar. Top. Alors sur la partie ajout d'extension à SonarCube, donc là on est dans l'instance SonarCube dernière version 2025 qui est sortie en janvier. Donc dans la partie administration, c'est là où on peut installer des extensions à notre instance.
Donc on peut voir qu'on a notamment installé l'extension Credango JavaScript. On a installé aussi des extensions Java et Python. Nous, on va regarder par rapport à notre démo plus l'extension Java, bien sûr. Et on a aussi implémenté une extension de modules, précisément, pour des règles spécifiques. Donc ça, c'est une possibilité qu'offre Sonar. Donc très bien, les règles, une fois que c'est installé, on les a dans la partie règles de SonarCube. Donc là, on voit l'exhaustivité des règles de SonarCube. Bien entendu, on peut aller voir les règles spécifiques Credango. Donc je vous propose d'aller voir celle-ci. Donc on en a 50. Parmi les 50, on voit qu'elles sont réparties sur les différentes extensions qu'on a installées Credango dans la partie admin. Donc sur Java, on en a 17. Top. Donc je vous propose d'aller voir ensuite les règles custom qu'on a implémentées. Donc ça, on les a taguées également en Crédit Agricole. Hop. Alors on peut en voir deux. Je vais passer sur la première, enfin la dernière. Donc c'est celle qu'on a installée via la partie administration, qui est disponible ici. Hop, on va la détailler juste après. Celle-ci, alors c'est assez intéressant, c'est SonarCube par défaut offre des templates de règles que vous pouvez étendre afin d'implémenter des règles relativement simples qui couvrent des cas d'usage chez vous. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc j'ai pris un template de règles XML, on peut le voir là, que j'ai étendu et j'ai implémenté une règle pour rechercher dans mes composants Java la version de Java et remonter que si un composant se trouve avec une version de Java inférieure à 21, 21 étant la dernière LTS, la version long support de Java, eh bien je souhaite que mes composants remontent en anomalie en disant bah là, ça serait bien d'aller vers la dernière version de Java. Donc ça se fait très bien. Je recherche dans le fichier descriptif Maven la version de Java, donc dans le pom.xml. Je cherche la clé java.version. Ça, c'est penser Spring Boot pour améliorer la recherche de la version de Java et faire autrement. Mais là, pour l'exercice, on l'a fait comme ça. Et bah là, je recherche que c'est bien, que la clé contient une valeur inférieure à 21 strictement. Donc l'anomalie sera remontée si le projet est en Java 17, ce qui est notre exemple. Top, une fois qu'on a implémenté des règles, il faut les appliquer. Donc ça, on utilise les profils de qualité de SonarCube. Donc je l'ai fait pour Java. Donc on peut voir le profil par défaut de SonarCube que j'ai étendu, sur lequel on voit un nombre de règles différents. Donc je vous propose de comparer pour voir un petit peu, c'est super. On peut voir notamment qu'on a activé un certain nombre de règles liées à Credango, également la règle custom qu'on a installée dans la partie administration et qu'on reviendra tout à l'heure. Ouais, on la regardera tout à l'heure. Enfin, bah on a fait pareil sur la règle Java qui était propre à du XML. Donc, je vous montre rapidement. Hop, on l'a étendue et on a une règle de plus. C'est notre règle liée à la version de Java. OK. Je vous propose maintenant de retourner sur le code de notre projet, de notre démo 1. Donc la voici. Hop, qu'est-ce qu'il nous fait ? Pardon. On revient. Alors on est dans Sonar. Dans Sonar, donc voici le code en question de la démo 1. Donc en effet, Sonar RAL, ce qui est légitime. Donc on peut voir dans la partie anomalie un certain nombre d'anomalies. Donc déjà, celle à la version de Java que j'ai codée directement dans l'interface, elle remonte. Donc là, je la regarde rapidement. Hop, ça me remonte bien que il met en surligné ma version de Java qui est en 17. Et il me dit, ouais, j'ai écrit ça dans la description de l'anomalie que j'ai créée. Ouais, voilà, il faut que tu sois au moins en 21 ou supérieur jusqu'à 24 aujourd'hui et bientôt 25. OK. Donc on a également bien sûr les règles propres à SonarCube et les règles Credango. Donc elles sont taguées Credango, on peut le voir. Donc je vais m'arrêter sur une, tout particulièrement. Donc là, c'est un code discutable, dans lequel on fait, très discutable même, dans lequel on fait une boucle for et on fait appel à un repository Spring dans une boucle. On peut écrire un code bien meilleur, vous en conviendrez. Bien sûr, comme dans Sonar, on a une possibilité de décrire un peu mieux la règle. Donc c'est ce qui est fait dans cette partie. Donc avec un cas d'exemple non compliant qui ne respecte pas la règle et un cas qui corrige l'anomalie. Donc sur toutes les issues qu'on a vues, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va maintenant les corriger
et re-switcher sur les slides. Top, donc on arrive au scénario 2. Donc le scénario 2, le code est corrigé. Déjà, sur les temps de réponse et sur le nombre de requêtes par seconde, Ça va mieux. ça va un peu mieux, donc ça va même très bien, parce qu'on est à un facteur 15 sur le nombre de requêtes par seconde. Et en termes de consommation mémoire, on est quasiment ISO du précédent. 50, oui, on a un petit peu plus. Bon, après, elle traite beaucoup plus de requêtes. Ouais, ce qui est important de voir là, c'est surtout si on, C'est si le on ratio. si on ramène la consommation énergétique et la consommation de rate, enfin, l'énergie entre guillemets consommée par requête. Comme là, on fait énormément plus de requêtes. Globalement, on a un service qui consomme moins. Tout à fait. Donc on a prévu un scénario 3. On se dit, bah tiens, Java 17 quand même, c'est bizarre de nous présenter du Java 17. Vous êtes un peu... vous pourriez aller sur des versions plus récentes. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on est allé sur la dernière LTS de Java, Java 21. Donc là, on a quelques gains. Alors ce qu'on ne voit pas forcément, c'est dans les 28% de requêtes un peu longues. On se rend compte qu'avec Java 21, elles sont moins longues que sur Java 17. Ça se voit moins. En tout cas, voilà. Utiliser des versions de Java plus récentes sur ce cas d'usage, ça ne s'est pas prêté forcément, on ne voit pas un gain énorme. Par contre, vraiment sur des applications en production, quand vous passez de l'un à l'autre, c'est d'un facteur, c'est 10 ou 15%, et c'est gratuit, ça coûte pas cher. C'est une petite application de... C'est une petite application, voilà, FMI. Si on est à l'échelle, ça peut faire un gain. Tout à fait. On a prévu un quatrième scénario. Donc là, on change le framework. Spring Boot, c'est bien, mais pourquoi pas Quarkus. Donc sur Quarkus, toujours avec le code corrigé, Java 21. Donc là, en termes de requête, de temps de réponse, on est bien meilleur. Toujours sur ce cas d'usage, ce stress test, 15 minutes de stress test, c'est court. Donc vraiment, il faut avoir ce contexte en tête. 70 requêtes par seconde. On améliore, et par contre, quand même Quarkus, là, il consomme un petit peu plus de RAM pour sortir les requêtes. Si on faisait le ratio, on sera à peu près pareil. À peu près pareil, mais c'est vrai que c'est plus performant. Merci à Vertex dans Quarkus qui permet de pouvoir gérer mieux les... Bon, après, passer de Spring Boot à Quarkus, surtout sur les grosses applications, c'est pas forcément facile, c'est voire même très douloureux. Alors oui, dans le cas d'une réécriture, ça peut s'envisager, mais on parlait tout à l'heure de la façon de coder, la façon d'architecturer son application, des types d'architecture, clean architecture ou architecture hexagonale, facilite quand même si c'est pas forcément miraculeux, mais facilite quand même potentiellement des changements aussi radicaux si vraiment c'est nécessaire. Et là, on a prévu une dernière démo, donc le K5, où on s'est dit on retourne dans Spring Boot 3, le code corrigé, et là on passe en compilation native. Donc là, on retourne en termes de performance au scénario 2, et par contre, c'est surtout sur les indicateurs de ressources, là on est meilleur. Meilleur sur ce cas d'usage, petit API, stress test assez court. Vraiment sur la compilation native, il faut être attentif. Sur une application dont le cycle de vie serait toute la journée, on n'aurait pas forcément les mêmes benchmarks. Il faut savoir que la JVM s'optimise avec ses statistiques d'exécution. Ouais. Et il y avait un talk super intéressant ce matin de Alina Yorenko, une des devs de GraalVM, qui expliquait comment est-ce qu'on peut aussi optimiser ces applications avec Native Image. Voilà. Et la partie intéressante, c'est que ça ne demande pas de réécrire votre application. Donc ça, c'est quand même une optime intéressante à regarder. Ouais. Et sur la compilation native, un point d'attention aussi, c'est là où on est focus sur l'application qui tourne en production. Sur les chaînes de fabrication, sur la chaîne d'intégration continue, ça consomme énormément de ressources. Donc il faut vraiment dézoomer, de se dire que quand je corrige à un endroit, pensez à un autre, et notamment là, sur ce cas de figure, sur la chaîne d'intégration continue, où il faut la booster, et ça peut totalement contrebalancer le gain en termes de ressources. Petit bilan. Le bilan de la démo technique. Donc, on a retenu trois thématiques. Donc, la première sur l'optimisation de l'architecture logicielle, le choix de la plateforme, VM, conteneur, aussi pour un conteneur, l'optimisation du conteneur, le choix du design de code, ArchiHexa, Clean Archi, notamment si vous voulez réorienter, changer de framework, ça sera beaucoup plus simple. Il restera quand même du travail, mais plus simple si vous choisissez ce type de design de code, pour passer par exemple de Spring Boot à Quarkus, ou l'inverse, ça peut s'y prêter. Le choix du langage, là on a fait focus sur Java, mais il y a d'autres langages qui peuvent être intéressants selon les cas d'usage. Et le choix du framework applicatif, voilà, Quarkus, Micronaut, Spring Boot, chacun des avantages et des inconvénients. Sur l'optimisation du code,
mettre en place certaines règles de calimétrie. Déjà, mettre en place un outil de calimétrie, c'est bien pour se challenger. On a vu que l'ajout de règles complémentaires Clean and Go, c'est vraiment utile. Sonar commence à s'axer de plus en plus sur la consommation de ressources, mais c'est pas encore ça. Donc vraiment, l'initiative de la Green Code Initiative aide bien sur cet axe. Coder ses propres règles, notamment sur des problèmes de performance qu'on a pu avoir en production. Steve en parlera juste après, d'ailleurs. L'optimisation de la JVM, là, se tenir à jour dans les versions de Java. Alors, dans cette démo, on ne l'a pas forcément trop vu, mais vraiment sur des applications qu'on modernise, c'est assez flagrant. Le type de compilation, GraalVM, Hotspot. Enfin, le tuning avancé de JVM. Donc, j'ai parlé des garbage collectors, on peut faire pas mal de choses. On ne l'a pas abordé en démo, mais là aussi, il y a des axes d'amélioration notables. Et Steve, tu veux revenir à un point juste sur la partie compilation native, c'est pas miraculeux. Il y a des fois, alors au-delà de consommer si on le met dans une chaîne, mais il y a des fois où en fait, le JIT il est déjà très performant et dans certains cas, passer en compilation native ne va pas rien améliorer. Donc il faut peser le pour et le contre et il faut vraiment le faire au cas par cas et pas systématiser, dire bah, allez, je passe en compilation native de partout, ça sera pas mieux. Et ça pourrait avoir tout un talk sur la sobriété, on va pas le faire. La compilation native. Next. Ouais, et sur la règle custom. Les custom rules. Donc on a parlé tout à l'heure des templates qu'on pouvait étendre, template XML, notamment sur la version de Java. Je voulais juste revenir là-dessus. On peut avoir d'autres cas. Par exemple, nous, on a déterminé qu'il y avait certaines dépendances qu'on ne voulait pas, parce que c'est trop consommateur, parce qu'il y a des mauvaises pratiques, etc. Donc on peut aussi dire, bah voilà, ces dépendances-là, je ne les veux pas, c'est du XPath query, de toute façon, donc on peut dire n'importe quoi dedans. Et ça permet d'avoir ses propres règles, donc custom. Donc il y a la notion de modèle qu'on peut étendre avec SonarCube. Et ensuite, il y a des custom rules. On part from scratch. Donc là, on avait un cas des exécuteurs services qui étaient créés, mais qui s'arrêtaient jamais. Parce que suivant comment on va les créer, si on n'est pas dans, si c'est pas la JVM qui gère le cycle de vie, ça s'arrête jamais. Surtout que dans certains cas, parfois on peut arrêter les pods, mais parfois on les arrête pas. On les laisse tourner et en fait, ça va s'empiler. Et on avait des thread leaks. Et ça faisait cracher les pods. On est dans une infra conteneurisée. Donc on a créé une règle pour détecter ce pattern et le signaler dans SonarCube. L'avantage c'est que c'est approche shift left, on le voit depuis l'IDE. Donc ça, les devs c'est très pratique pour qu'ils puissent le corriger tout de suite. Résultat, on a corrigé tous les threads qu'on avait, les thread leaks qu'on avait en prod. Vous voyez ici que c'est relativement très simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, de toute façon on n'a pas le temps. C'est relativement très simple. L'API de Sonar, elle est très intuitive pour pouvoir créer les règles que vous voulez. Elle est très puissante. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez des cas particuliers de code que vous ne voulez pas voir dans vos applications, référencez, allez sur le lien, je ne trouve pas le verbe, qui est marqué en dessous. Il y a toute la doc qui est notée et qui vous permet de pouvoir créer vos propres règles à partir de rien. Et typiquement, ça pourrait être proposé à la Green Code Initiative pour, pour en faire profiter tout le monde si c'est intéressant. Que travailler, tu sais ce qu'il te reste à faire, Steve. J'y vais. Voilà. En conclusion. Vas-y. En conclusion, oui, non, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des choses à faire dans tous les domaines. Donc l'important, c'est d'aborder ça comme une démarche globale. On a présenté un peu les parties data center, la partie chaîne de fabrication, où il y a des optimisations qui sont possibles à tous les niveaux. Certaines peuvent être faciles à mettre en œuvre. L'ensemble des optimisations vont avoir un gain globalement financier et donc sur la partie green pour ce qui nous intéresse. Donc autant le faire. Mettre en place un plugin Sonar et qu'ensuite ça s'applique à l'ensemble de vos développeurs et de vos développements, c'est pas très cher quand c'est fait en amont. Et ensuite, l'outil va vous backer tous les jours pour être sûr que vous ne déviez pas de la trajectoire que vous vous êtes donnée. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant de dire que chaque petit pas peut être fait et il y a des solutions concrètes qui méritent d'être mises en œuvre et qui ne sont pas très chères. Et on compte sur vous. Encore une fois, on voulait insister sur le fait qu'on n'est pas là pour tout révolutionner, one small step for a man, mais on peut tous faire à notre échelle des actions et des actions concrètes. Et c'est avec ça qu'on voulait au moins que vous puissiez repartir, en plus de
cette notion de vous aussi soyez ambassadeur de la notion de green code dans vos propres entreprises en local, parce que c'est important et comme on l'a dit, le temps presse et si on veut le faire, c'est maintenant. Laurent, on nous retrouve où? Alors, on nous retrouve où? Alors, on peut nous retrouver déjà, on peut retrouver nos offres d'emploi déjà sur nos job boards. On en a 2, désolé, on a beaucoup de QR codes sur cette image. Lisez bien. Lisez bien, pointez bien avec Flashez votre le bien. téléphone. Ouais. Vous pouvez aussi nous donner vos feedbacks. On a le QR code en bas. C'est important pour nous améliorer pour les prochaines présentations. On peut nous retrouver aussi sur un stand. On a un super stand tenu par nos RH, nos experts, où vous pouvez nous retrouver et avec des super animations prévues sur les 3 jours. Donc n'hésitez pas. Et on n'a peut-être pas parlé de la Green Code Initiative. Les 3 places. Les 3 places ici, ne pas oublier les 3 places qu'on a. Intéressés, vous venez nous voir ou éventuellement au stand s'il en reste encore. Voilà. Donc si vous voulez participer au hackathon Green Code Challenge, n'hésitez pas. Et il nous reste quelques minutes pour les questions. 4, c'est marqué. 4, on est bon. 4, top chrono. On essaye. Merci. Bonjour. Dans votre expérience, est-ce qu'il y a des situations où l'optimisation pour du code plus green et de l'optimisation juste de performance, c'est des choses qui peuvent être en conflit? Bonne question. Moi, non. Moi, j'en ai rarement Pas pour le vu. moment. J'en ai rarement vu. Mais c'est pas à exclure. Désolé. Il y aura un exemple concret ou juste a priori non, mais... Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer quelque chose. Après, on n'a pas forcément insisté dessus. J'en ai parlé rapidement sur la plateforme qui s'appelait Greenpact. Enfin, c'est le nom de notre plateforme interne chez nous. On n'a pas encore le maillage assez fin pour avoir le détail précis d'une ligne de code ou pas. Néanmoins, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure au niveau de la Green Code Initiative, certains anti-patterns, on se doute, on pense qu'effectivement c'est énergie morte, mais on n'a pas encore la certitude absolue et objective. On va sortir un indicateur derrière pour dire, voilà. Par contre, on va beaucoup travailler, en tout cas au niveau de la Green Code Initiative, justement pour essayer de factualiser, objectiver en fait les gains qu'on pourrait avoir sur ces anti-patterns-là. Donc la réponse, je ne l'ai pas tout de suite, mais probablement en quelques mois ou l'année prochaine, je saurai te répondre. Et après, je pense que sur les exemples qu'on a donnés, tu as déjà peut-être 2 éléments de réponse. D'une part, ce qu'on a dit, c'est que par exemple, pour compiler en natif sur Java, ça va prendre plus de ressources à la compilation. Donc il y a vraiment un trade-off à calculer. Est-ce que, en fonction du nombre de fois que tu compiles, le nombre de services que tu montes, qu'est-ce qui est intéressant? Donc ça va, je pense, être intéressant. Et j'ai oublié mon deuxième point, mais ça reviendra. Merci pour la presse. Vous l'avez dit au début, vous n'avez pas parlé d'IA. Alors est-ce que ça veut dire que vous êtes complètement à la rue parce que vous n'avez pas regardé encore? Ou alors vous ne l'utilisez pas parce que vous savez que ça va tuer la planète et donc au secours, n'y allons pas. Ou alors ça va juste péter tout votre truc en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'expérimentations sur l'IA au Crédit Agricole. On est aussi en train, il y a même de la fabrication, on est en train de mettre en place un vrai socle LLM à destination des développeurs pour les aider dans leur fabrication, mais aussi des usages métiers pour les clients concert. On a à peu près 24 millions de clients, on a quand même pas mal. Pour autant, ce qu'on disait, c'est le retour d'expérience sur la notion green, sur l'IA, ça on ne l'a pas. On n'a pas assez de retour d'expérience de notre côté. On l'utilise depuis peu et on l'utilise de manière parcimonieuse parce que notre domaine d'activité, le domaine bancaire, fait qu'on se doit d'être aussi attentif à comment l'utiliser. Mais on s'est posé la question de savoir si on ajoutait et on s'est dit non, on ne serait pas objectif. Pas pour le moment, en tout cas, on n'a pas suffisamment de données. C'est pour ça qu'on a fait le parti pris de pas et peut-être une réponse sur ce qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de mesures sur l'efficacité et l'usage de nos data centers. Donc effectivement, même si on n'a pas la réponse à aujourd'hui, on verra l'évolution s'il y en a une, parce qu'on a beaucoup d'indicateurs qui nous permettent de suivre ça. Une dernière question ? Merci pour la présentation. On s'est beaucoup intéressé là sur la partie code et moi je voulais juste savoir si dans nos considérations que vous avez eues,
plus sur la partie infra, sur tout ce qui est gestion de la data, du stockage, etc. Est-ce que c'est aussi des aspects que vous voulez faire rentrer dans les initiatives, du coup, de voir pour du coup, gagner là-dessus, finalement pas uniquement sur le compute ou sur le code, mais aussi sur tout le reste, au fait, toute la consommation électrique que ça peut avoir. Tu réponds. Ouais. Alors oui, il y a des actions. Par contre, on n'est pas dans ce domaine-là. C'est d'autres équipes, et c'est pour ça qu'on ne voulait pas dire de bêtises. Mais oui, ce sont des aspects qui sont extrêmement importants. Tu fais bien de le souligner. Et on a dépassé notre temps, mais dans la partie conception frugale, il y a ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de garder ces données-là pendant 10 ans, toutes ces données, Il y a tout le cycle de vie de la data aussi qui est pris en compte dans les phases de spécification et de suivi aussi en production. Ne serait-ce que pour les contraintes réglementaires aussi. On va